Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Un nouveau vent fait de détermination et d'optimisme, de rigueur et de foi en l'avenir. C'est ce vent qui souffle sur le Bénin ces dernières années. Dans son discours sur l'état de la nation tenu il y a quelques jours à l'hémicycle, le chef de l'État a insisté sur le nouvel état d'esprit qui caractérise le pays, incitant chaque citoyen à amplifier ses efforts de sorte que les sacrifices consentis commencent à générer des transformations positives appréciées par tous. Et pour le chef de l'État, le Bénin d'aujourd'hui a de réels motifs de satisfaction quant à sa marche vers davantage de progrès et de bien-être. Le sujet, justement, le discours du chef de l'État sera décortiqué ce matin sur ce plateau. Et pour en parler, je reçois des hommes des médias. Ils ne sont plus à présenter. À ma gauche, David Kaba. Il est journaliste, analyste politique. David, bonjour. Bonjour Ismaël Balogun. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. À ma droite, Donatien Diegué. Il est journaliste à la radio Azeke, analyste politique également. Donatien, bonjour. Bonjour, Ismaël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Le chef de l'État a rendu compte des actions menées ces 12 derniers mois dans les différents secteurs. D'abord, je commence par ma gauche, David Kabar. Quelle lecture, que dis-je, quelle analyse faites-vous de ce discours bilan de Patrice Talon pour cette année 2023? Merci Ismaël Balogun. Je pense que globalement, le discours a été pour moi satisfaisant. Seulement qu'il y a quelques points sur lesquels je n'ai pas très bien saisi ce que disait le chef de l'État. Et d'un autre côté aussi, j'ai senti beaucoup d'autosatisfaction du chef de l'État qui, pour moi, s'est assis sur la tour de son palais pour dire la réalité vue du haut. Il aurait fallu que le président descende pour vivre ce que ressent le Béninois lambda. Pour ça, il fallait bien qu'il puisse circuler à l'intérieur du pays, ce qui n'est pas son fort. C'est donc explicable que le président se soit renfermé dans un sentiment d'autosatisfaction où il pense que le Bénin avance à pas de géant, que c'est une belle vie que nous vivons, alors que ce n'est véritablement pas cela. Moi, je pense que au-delà des chiffres de ces institutions-là, de Bretton Woods, il n'y a que le meilleur prisme pour évaluer l'état de la nation, c'est les assiettes. C'est le panier de la ménagère. C'est ce que vit au quotidien le Béninois. Et lorsque je l'entends dire qu'à partir de l'année qui vient, on desserrera les ceintures, j'entends par là que depuis 2017, où il avait foulé le sol de la cité des Kobourou, il avait donné une consigne, à savoir serrer les ceintures. Et donc, depuis ce temps, jusqu'à cette année, pour moi, c'est que la consigne n'a pas changé. Vivement que 2024 se passe tel qu'il a souhaité. Monsieur Diegué, votre vis-à-vis parle d'un discours d'autosatisfaction. Oui, c'est une évidence, c'est un constat qui crève l'œil. Tout le monde est d'accord que même dans la posture, et même dans les souris qui laissaient échapper, et même euh, l'envie de se faire applaudir dans ces discours, il y avait une volonté d'afficher l'autosatisfaction. C'est un constat, et dit le contraire serait passé à côté. À la vérité, le chef d'État ne nie pas le niveau du panier de la ménagère. Sauf qu'il attribue tout ça au choc lié aux crises dans le monde, la Russie et l'Ukraine, et à côté de nous ici. Ce ne sont pas des raisons à écarter. Sauf que nous pensons qu'il peut faire mieux. Parce que n'oublions pas d'où nous sommes partis. Et ça, il faut le rappeler au chef de l'État. Il y a les prétentions liées à la volonté de diriger un pays. Il y a les réalités liées à la gestion d'un pays. Aujourd'hui, il est face à la réalité de gestion d'un pays. Parce qu'il nous a parlé d'un mandat unique. Ouais. Et lorsqu'on l'écoute, bien qu'on soit d'accord avec lui que sur des plans, et il a cité des plans, la question de la digitalisation, que vous soyez de l'opposition de la mouvance, c'est une évidence. Tout à fait. Lorsque vous prenez par exemple certains quartiers de Cotonou, et si vous avez fait à Cotonou, vous allez dire que Agra d'aujourd'hui n'est pas Agra d'hier. C'est ça. Aquapar a été un défi pour nos dirigeants. Oui.
aujourd'hui, sont des réalisations qui sont tangibles. Et donc, il a raison, 8 ans après, de le dire. Mais s'il avait décidé de faire un mandat unique, est-il sûr d'être à ce niveau d'exécution? Parce que plus tard, il a dit quelque part que le taux d'exécution du PAG n'est pas trop satisfait par rapport à ce taux d'exécution. Ça veut dire que lui-même, il remet en cause la question du mandat unique. Il faut le lui rappeler. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes aux affaires, c'est différent de la manière dont vous voyez les choses de loin. C'est pour ça que je rejoins un peu David quand il dit qu'il voit les choses du haut. Mais il ne les voit pas totalement du haut parce qu'il le connaît. Et là où on doit davantage interpeller le chef d'État qui doit revoir rapidement la copie, c'est que si en 2017, vous avez dit que tu serais les ceintures, et que 8 ans après, vous tenez presque le même discours, parce qu'il est bon d'avoir un pays lucieux, mais c'est davantage mieux pour les populations de manger à leur faim. Et le chef d'État ne nie pas que le Bénin continue de souffrir 8 ans après et qu'il ne mange pas ça. Il est d'accord, il a dit, il a reconnu. Bon, deux personnes ne peuvent pas être président de la République. C'est lui seul. Ouais. C'est lui seul qui a la responsabilité de trouver la civile nécessaire pour inverser la tendance. Les questions de l'année prochaine, ce n'est pas pour la première fois. Ou à chaque année, il y a le ministre Abdoulaye Diallo qui a souvent dit l'année prochaine sera une année de prospérité. Oui. Et lorsqu'on dit que c'est une année de prospérité, que sur l'état de la nation, on fait un bilan plus ou moins mitigé, on reconnaît qu'au niveau du pari de la ménagerie, ça ne va pas. Il y a un grand point d'interrogation qu'il faut mettre à ce niveau, se demander qu'est-ce qui ne va pas. Je pense qu'à ce niveau, c'est une raison fondamentale pour le chef d'État de marquer la pause et de se remettre en pause par endroit. Pour voir à ce niveau, qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Il est vrai qu'il y a beaucoup d'habitudes, parce que c'était réformiste. Oui. Il a dit, il a filmé très tôt, une avait là-dessus. Des efforts ont été faits, parce qu'on a augmenté les salaires par endroit. Mais ils sont combien à avoir d'augmentation de salaire? Vous êtes dans le secteur privé comme moi. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez connu d'augmentation de salaire. Mais nous pratiquons les mêmes marchés. Est-ce que vous êtes sûr que nous aurons les mêmes réactions face aux produits que nous achetons lorsque vous êtes face à quelqu'un qui a eu une augmentation de salaire? Vous ne pouvez pas. Lorsqu'on prend le ciment par exemple, le ciment ne change pas de valeur selon le client. Le prix est le même que vous êtes du privé ou du public. Or, votre salaire n'a pas augmenté. Donc, quand ça se passe comme ça, vous recevez le poids de la cherté de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie. Tout le monde sait que depuis que le président de la République est venu, par exemple, la question de l'aide prioritaire à la presse privée a disparu. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Et tout le monde sait qu'à côté, au Burkina Faso, ça occupe une place de choix pour permettre aux confrères de presse de se sentir un peu plus à l'aise. Ouais. Donc, je donne l'exemple qui nous concerne pour montrer que voilà un peu des secteurs dans lesquels on peut essayer d'agir pour inverser la tendance. Nous sommes dans un pays qui s'embellit de jour en jour, mais à côté, il y a un problème. Je ne sais pas si d'avoir un contrat avec la mairie de Parakou, je ne sais pas pourquoi ça a disparu, mais de plus en plus, on sent que ça se verrouille. Et puis, au niveau de la presse. Je donne l'exemple qui nous concerne. Oui, pour permettre de toucher de ce que je dis. Donc, il y a encore des domaines dans lesquels il faut agir autrement pour permettre aux Béninois, comme il a dit, de se sentir un peu plus à l'aise et d'être au rythme du luxe qu'on constate dans le pays. Parce que le luxe, il y en a, et suffisamment. Mais ça contraste avec la réalité, le quotidien du Béninois. David Kaba, lors de son discours, le chef de l'État a annoncé que notre pays est classé premier de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. Oui, la question que je vais vous poser, c'est de savoir comment est-ce que cela se ressent dans l'assiette du Béninois dans sa maison. Les chiffres qui sont par ailleurs manipulables et dont on ne connaît véritablement pas quels sont les mécanismes pour pouvoir nous sortir ces chiffres-là. Il faut dire que face à la réalité, le mirage des chiffres disparaît. Parce que, allez poser la question, sortez, descendez du studio, allez demander au premier Béninois que vous allez rencontrer, dites-lui que l'UEMOA, le Bénin occupe la première place au niveau de l'UEMOA. Il va vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec son quotidien? Ça n'a aucun rapport. Le président sait que nous avons des difficultés à se donner, s'offrir 2-3 repas par jour. Là est la question. Et cela rejoint un niveau beaucoup plus élevé. Je veux parler là de la question de l'emploi. Ça fait déjà 2 ans même pas 2 ans, sinon oui, 2 ans, parce que c'était les élections présidentielles pour le deuxième mandat du président de la République qui a dit que c'est un
mandat hautement social. Nous sommes à 2 années après la prise de pouvoir que le discours n'a pas changé. Vous voyez, l'arche, c'est vrai qu'il y a de petits efforts, mais aujourd'hui, ce n'est pas... De petits efforts. De petits efforts, c'est vrai, on a essayé d'enrôler les artisans, on a essayé de leur donner des cartes d'identité biométriques qui leur donnent accès à des filets sociaux, mais la réalité, c'est quoi? C'est que le Béninois a besoin d'enlever de l'argent dans sa poche pour s'acheter non pas ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin, le strict minimum. Et pour ça, il faut créer de l'emploi et non pas fermer les opportunités d'emploi. Lorsque, par exemple, on prend le secteur du commerce, je veux parler de ce qui défraie le plus la chronique, le soja. Lorsque les gens s'échinent à emblaver de grandes superficies et qui ne sont plus capables de pouvoir les vendre pour tirer bénéfice de leurs efforts, c'est un réel problème. Vous voyez, le secteur agricole est le secteur qui emploie le plus de Béninois. Et lorsque vous essayez de voir l'impact en chaîne, les gens dans les zones rurales vivent essentiellement de cette activité-là. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, imaginez un peu tout le drame social que cela pourrait susciter. Vous voyez, il y en a. Allez-y au tribunal de première instance de Parakou. J'étais là-bas pour une affaire. Et lorsque vous allez entendre les différentes structures de microfinance amener devant la barre un certain nombre de citoyens qui ont les dettes jusque-là. Mais 12 milliards sont prévus pour 2024. Oh, on en a dit plus pour les années précédentes. On attend de voir. Oui, 12 millions même. 12 milliards, je voulais dire. 12 milliards. Mais quand on regarde le volet social, les députés de l'opposition, les démocrates, en ont longuement discuté. Quand on regarde le côté social, très peu de fonds sont mobilisés pour la mise en œuvre des projets sociaux. Là, c'est un véritable souci. Même l'agriculture dont je parlais tout à l'heure, c'est une infime portion qui est prévue dans le budget pour le secteur de l'agriculture. Et donc, moi je dis, il faut véritablement arrêter tous les développements, sinon freiner le développement des infrastructures et s'orienter beaucoup plus vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Donatien Diglé, parlant justement d'infrastructures, le taux d'exécution pour le chef de l'État est satisfaisant et il compte maintenir le cap dans le cadre, dans ce cadre-là pour les prochaines années. Et quand on parle également d'infrastructures, c'est qu'on a tendance à constater que la partie nord est délaissée, contrairement à la partie méridionale. Oui, c'est un débat compliqué, puisque c'est vrai qu'on aurait souhaité une gestion intégrale, une gouvernance intégrale, une prospérité partagée, mais il y a des facteurs qui imposent qu'on aille de façon progressive. Il y a eu des erreurs qui ont été commises avant le président Baptiste Talon, il faut le reconnaître. Parce que la question de la densification des réseaux électriques, tel que ça a été piloté par le régime de Boni Yahi, était une grosse erreur. Oui. On ne peut pas, par exemple, laisser les zones, le centre-ville, par exemple, et aller dans les périphéries placer des poteaux. C'était des erreurs. On étend progressivement, en tenant compte des zones où il y a de l'industrie, des zones où on a besoin réellement de l'énergie. Et pour les zones, mais quand on surfe selon des appétits politiques, ça pose un problème. Et là, par exemple, il faut tirer le coup du chapeau au système en place qui va de façon progressive. Parce que ce que nous disons, vous allez voir que Cotonou et les villes qui entourent Cotonou connaissent pratiquement, c'est-à-dire le même rythme en matière d'infrastructure. Lorsque vous allez par exemple à Cotonou, vous quittez Cotonou Porto-Novo, c'est plus aisé aujourd'hui qu'hier. Il faut le reconnaître. Lorsque vous quittez Cotonou pour Ouida, à traverser Calavi, vous voyez que ça évolue. Le constat que vous faites est un constat vrai, mais ça va aller de façon progressive. En réalité, il faut qu'il y ait des pôles d'attraction. C'est pour ça que, au-delà de tout ce qu'on pourrait nous reprocher, notre compatriote Bertin Kofi tient des propos et des choses importantes. Mais je ne sais pas pourquoi on fait l'effort de ne pas lui tailler trop d'importance et ça nous échappe. On crée des pôles d'attraction. Vous savez, nous, à Parakou, depuis des années, nous avons ce qu'on appelle le POSEC.
Oui, tout à fait. C'était Cotep, OCBN, qui était notre poste sec. Et ça faisait que le transport était développé. Les gros camions existaient en foyer. Tabikaba, une fois on a fait par rapport, on sait ce que ça veut dire. Et les Nigériens étaient nombreux ici et ça tournait, l'activité économique tournait. Mais depuis que Cotep a eu des problèmes, depuis que l'OCBN ne marche plus, on a vu, et là notre compatriote qui a voulu construire des postes secs de l'autre côté, c'est devenu quoi aujourd'hui? On doit s'interroger. Et ça fait que votre constat est vrai, mais il faut reconnaître que c'est un système progressif qui prend du temps. Et pour que, si vous croisez les bras, c'est que vous allez toujours rester en rade. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des lobbies. Et ça passe par des hommes politiques qui doivent avoir le courage par moment d'agir pour dire nous avons besoin de ci, de ça. Vous ne voyez pas que c'est ça qui manque aujourd'hui? Non, ça manque, ça manque. Écoutez, ce que je vois là, j'aurai le temps de revenir sur le mécanisme politique qui ne donne pas de résultats, qui se passe à côté de moi ici. Ce n'est pas encore nécessaire pour moi. Je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de s'enliser et après leur dire tout ce que vous êtes en train de faire là, voilà les conséquences. Mais j'ai envie de revenir sur un peu la question du soja. Parce que je ne partage pas trop l'approche des uns et des autres pour dire surtout de l'opposition. Dans tous les pays du monde, je vais la rappeler. Et nous avons eu le temps pendant des années de reprocher à notre pays d'avoir des frontières poreuses. Il n'est pas question de continuer par croiser les bras face à ce phénomène. Il faut développer des stratégies pour empêcher que ce qui peut agir sur la devise, pour qu'on ait des infrastructures, n'échappe pas au contrôle des gouvernants. Mais ça se passe dans une dynamique de collaboration où les gens ne se voient pas sous pression pour contribuer à. Mais lorsque ça prend la de pression, ça prend les politiques récupèrent et passent à l'intoxication et ça freine le développement. Donc moi je pense qu'il faut fermer nos frontières, il faut orienter les devises, il faut les orienter pour avoir un contrôle, un œil regardant là-dessus. Mais tel que ça passe où vous allez voir des gens qui s'enrichissent sans le contrôle, sans participer au développement du pays, ça pose un problème. Et pour ça, par endroit, je suis d'accord avec le système, mais je pense que il faut agir. Je vais aborder notre aspect lié rapidement, en 2 secondes, pour dire que les questions du quotidien des Béninois, parler de la ménagère, des tests de loi ont été votés au Bénin sur la question de limogeage, où les droits qu'on paye aujourd'hui, si c'est trop, c'est 9 mois. Vous avez déjà fait plus de 15 ans. Et aujourd'hui, lorsque vous allez sur la plateforme du gouvernement, vous allez voir que la barre est arrêtée à 40 ans. Donc, ceux qui sont nés après, à partir de 1983, désormais, ne seront plus dans la base de données parce qu'ils auront 40 ans révolus. Et c'est comme ça qu'on ferme. Mais lorsque vous avez fini de limoger, vous payez 9 mois à quelqu'un, par exemple. Il a de l'argent peut-être en espèces. Ça vaut quoi pour se relancer? Face à une carrière qu'il avait établie sur 30 ans, là, il vient à peine de faire 15 ans et il doit continuer par espérer que. Donc, on doit se poser des questions. Quand ça se passe comme ça, le monsieur est limité parce qu'il a des responsabilités qui sont incompressibles. C'est-à-dire, la scolarité des enfants. Des charges incompressibles, bien sûr. Il ne peut pas faire autrement. Quand ça se passe comme ça, il sent le poids de la crise économique. Il est dans l'impossibilité d'assumer pleinement ses responsabilités. Il a envie de crier que ça ne va pas. C'est là un peu notre réalité que je voulais apporter pour montrer que... Oui, non seulement l'emploi a été précarisé à travers la loi de l'embauche qui a été votée, voilà. Donc, il y a ça. Il y a ensuite que, je reviens sur ce que est en train de dire tout à l'heure mon confrère, grand frère de la Saint-Digré. Mais par rapport au soja, nous l'avons dit ici, il s'agit simplement de pouvoir prendre la même énergie qui a été utilisée pour créer des tranchées, pour mettre des cailloux, pour bloquer les gens, les empêcher de pouvoir traverser le pays pour aller vendre dans les pays voisins. Cette même énergie-là devait être mise au point pour essayer quand même d'orienter ces commerçants-là vers les chemins dédiés. Mettre la douane qui est là pour percevoir les taxes. Les communes le font avec les taxes de développement local. Où vous allez voir pour chaque sac de maïs, de haricots, etc. qui sort, on paye une taxe. Et donc, il faut juste orienter les gens vers des chemins dédiés. Et percevoir les taxes qui vont avec. Les taxes qui vont avec. Il faut savoir que les gens s'arrangent pour contrôler, même ce que vous appelez taxes au plan local. Les gens s'arrangent pour contrôler. Et ceux qui achètent. Non, il y a des barrières, il y a des checkpoints qui sont faits. Alors, on va poursuivre cette émission et dans son discours également, le chef d'État a parlé de l'amélioration de la fourniture de l'énergie et de l'eau potable. Aujourd'hui, d'abord, l'état des lieux. Quel état de l'eau on peut faire dans ce secteur-là? Non, avant il y a eu de l'évolution. Il y a eu de l'évolution. Il y a eu de l'évolution. C'est vrai que
les gens communiquent peu. Et là, peut-être que l'occasion de cette émission nous donnera, nous permettra de le dire. Parce que le chef d'État a commis, je ne sais pas si je vais appeler ça l'erreur de rappeler que Buhari lui a reproché le manque de communication. Et quelqu'un a dit plus haut avant lui, lorsque vous ne communiquez pas auprès des intentions. Parce que quand ils sont venus nous ont imposé ce qu'on appelle la normo-communication, qui est en train de monter ses limites aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, on a. Vous comprenez? Sinon, en réalité, oui, en matière de fourniture de l'énergie électrique et de l'eau potable, il y a eu des avancées terribles et des localités de ce pays. Lorsque vous êtes au niveau de la zone des collines, dans les départements des collines, c'est l'enfer sur terre. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est plus relax. C'est pas encore la fourniture intégrale. Mais lorsque vous ne pouvez pas communiquer, le chef d'État comprendre que c'était une erreur d'estimer qu'il ne faut pas être comme. Non. C'est vrai qu'il faut poser pied fort, d'accord. Mais après, dites-nous au moins, voilà ce qu'on fait pour vous. Maintenant, lorsqu'on vient sur les calendriers de maintenance des réseaux, ça veut qu'il y a des perturbations. Là également, vous venez communiquer. Donc, quand vous me demandez de faire l'état des lieux, j'avoue, et je tire le coup du chapeau, ce n'est pas encore à 100%, mais l'effort qui est fait est encouragé. Moi, je pense que par rapport au secteur de l'énergie, le gouvernement communique suffisamment. Le gouvernement communique suffisamment parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ont été mises en place pour pouvoir faciliter le paiement des factures. Il y a l'extension du réseau électrique qui ne manque pas de faire objet de communication au niveau du gouvernement. Nous avons, non, depuis toujours, c'est seulement les scandales qu'on nous cache. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avons un grand atout, c'est l'énergie solaire. Pourquoi est-ce que on ne peut pas nouer des partenariats avec des grandes entreprises qui sont spécialisées dans le secteur de la fourniture de l'énergie et solaire? Vous voyez, nous avons l'ABEM qui est là, l'Agence béninoise d'électrification, en zone rurale. Vous voyez, qui, pour moi, n'est pas assez dynamique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est le gouvernement qui doit pouvoir insuffler, je ne sais pas trop, ce dynamisme-là. Mais ce qui ne vient pas, il faut éclairer les zones rurales. Le fait d'étendre le réseau conventionnel dans les zones enclavées, mais c'est compliqué. On va rapidement aborder ce dernier point pour clore cette première partie de notre émission. Patrice Talon a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations entre le Bénin et ses pays voisins qui ont connu des coups d'État. Le président Patrice Talon a affirmé qu'il y avait un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte, évoquant notamment le cas du Niger. C'est pas trop tôt, mais je reprends exactement cet extrait du discours du chef de l'État. Oui. Il y a un temps pour condamner. Condamner quoi? Le coup d'État. Il y a un temps pour exiger. Exiger quoi? La libération du président Bazoum. Il y a un temps pour faire le point. Et il y a un temps pour prendre acte. Je prends les deux là ensemble. Faire le point et prendre acte. C'est-à-dire quoi? Analyser la situation et comprendre que ces messieurs sont sur un point de non-retour. Il faut accepter la situation, mais tout en leur demandant, parce qu'il a fait des recommandations, tout en leur demandant d'afficher un plan de transition clair qui va pouvoir être l'expression de leurs attentes vis-à-vis de la communauté régionale et même internationale. Donc, moi je pense que le président a, au vu des souffrances qui sont créées au port autonome de Cotonou, a dû prendre véritablement une responsabilité qui n'engage réellement que le Bénin. Même si, dans son prochain entretien, il a fait savoir que c'est la position de la CEDEAO. Moi, je pense que chacun doit courir pour sauver sa tête. C'est ce que le Togo a fait. Et qui aujourd'hui est en train de récolter les lauriers. Vous pensez que le Bénin n'a pas... Non, le Bénin n'a pas du tout été stratégique, n'a pas été très diplomatique sur la gestion de cette crise-là. Et le chef de l'État s'en est rendu compte, malheureusement à ses dépens, parce que nous en souffrons. Allez, écoutez, à Lomé, les conteneurs sont au bord de la voie. Les conteneurs sont déposés jusqu'au niveau des plages, c'est-à-dire à quelques mètres de l'eau, pour dire combien le port, qui est un petit port, est bondé. Il y a de l'activité économique. Ça tourne là-bas. Ce qui est tout à fait le contraire ici, parce que ici, tout est sec. Je vais régler sur la question rapidement. Non, rapidement, il faut prendre du temps justement sur cette question, mais je vais essayer d'aller rapidement. Voilà. Non, et on aurait pu procéder autrement.
Parce qu'aujourd'hui, quand on suit le chef de l'État, il semble se remettre en cause dans la manière dont le Bénin s'est invité dans ce débat-là. On aurait pu prendre un peu de recul au départ. Aujourd'hui, on serait plus à l'aise. Oui. Parce que les implications ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Nous, par exemple, nous sommes intimement liés au Niger. Et ça fait qu'une simple décision pourrait être fatale pour notre économie. Ouais. Vous êtes à un carrefour stratégique au niveau de Dabarou. Les venues de France qu'on voyait en temps depuis cette crise-là, comme les venues de France vous pouvez encore passer. Et lorsqu'on parle de venues de France, c'est transitaire, c'est concessionnaire, il y a beaucoup d'acteurs impliqués dans ce jeu-là. Maintenant, quand ça ne coule plus comme ça devient quoi? Ça rejoint la première préoccupation qu'on a abordée pour dire ça agit sur le panier de la ménagère parce que le pas qui, par jour, à Saran peut sortir 3 à 4 voitures, qui aujourd'hui, depuis 2 mois environ, a du mal à sortir un seul véhicule, il ne peut pas avoir de même réaction face aux produits de première nécessité. Donc, c'est important. Et aujourd'hui, comme il a dit, vous savez, au début, en 2016, quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir, on lui a reproché un peu son absence sur la scène internationale. Il ne met pas trop les sommes et il a pris la décision de corriger le tir. Lorsque vous allez sur ce terrain-là, il faut savoir poser les pas. Lorsque vous suivez les gens pour les suivre simplement, ça peut se rendre contre vous. Parce que même quand vous prenez le président Tinubu aujourd'hui, sa posture a complètement changé. Ce n'est plus le monsieur engagé. Encore que ce que vous étiez avant d'être président de la République, ce que j'étais, ça revient encore. Ce que vous étiez avant d'être président de la République est différent de ce que vous êtes quand vous devenez président de la République. Il faut savoir aborder sur toutes les questions diplomatiques. Tinubu et le président Patrice Talon sont allés très vite en besoin. Aujourd'hui, ils ont du mal à foncer encore tête baissée. Il faut revoir la tactique pour demander autrement. Parce qu'on a vu que Bazoum, plus on force, plus ça des force, plus on enlève Bazoum. Maintenant, plus on démord, on donne des chances à Bazoum de retrouver sa famille, de se retrouver peut-être dans les îles ou même dans son pays, de se sentir plus en sécurité. Ce sont des recommandations qu'il faut savoir faire. Mais en temps, notre économie en souffre. C'est dommage. D'accord. 3 jours, 48 heures justement après son discours sur l'état de la nation, Patrice Talon a fait une apparition médiatique significative dans un entretien exclusif accordé aux confrères de la chaîne nationale. Patrice Talon a abordé plusieurs sujets et interrogé sur la question justement d'une possible candidature d'Olivier Bocco en 2026. Patrice Talon a partagé sa position. Il a clairement indiqué qu'il ne soutient pas activement son ami. Je cite Olivier Bocco. Je ne sais pas s'il est candidat. Premièrement, le moment n'est pas encore venu. Et deuxièmement, je ne suis pas du genre à promouvoir mes amis ou ma famille. Non, il n'a pas dit qu'il ne soutient pas son ami. Il a dit qu'il ne sait pas si son ami est candidat. Oui, non, c'est différent. Oui, d'accord. Non, c'est juste pour nous aider dans la suite du débat. Oui. Il a dit qu'il ne sait pas encore si son ami est candidat. Et là encore, on marque la pause. Oui. Et on a dit qu'au nom de la réforme du système partisan, seules les formations politiques font désigner ou font activement désigner. Aujourd'hui, il se trouve que ceux qui ne sont pas membres fondateurs ou membres actifs de ces formations politiques parlent d'Olivier Bocco. Et on constate quoi? On constate que les autres formations sont là et observent et non pas des militants hors parti et croisent des bras. Si c'est une manière de plébisciter Olivier Bocco, c'est tant mieux pour Olivier Bocco. Et pour vous, déjà, cette possible chef de l'État? Non. Cette annonce faite par le chef de l'État, pour vous? Le chef d'État a dit qu'il est équidistant vis-à-vis des différents représentants. Ça veut dire que les gens viennent le voir pour dire on a des ambitions. Mais il ne leur dit pas c'est toi ou c'est pas toi. Ou il leur dit c'est toi, mais je ne veux pas dire que c'est moi qui ai dit. En tout cas, ce qu'il a dit est stratégique pour un bon père. Parce que si aujourd'hui, à 2 ans, Patrice Talon commet l'erreur encore de dire c'est Olivier Bocco qui est mon dauphin, il prend complètement sa famille politique, il ne pourra pas contenir le reste. Parce que ça donne l'occasion aux gens de quitter la vague pour se dans d'autres positions parce qu'ils savent que bon, on ne peut pas tenir. Donc c'est un peu dangereux. C'est stratégique. C'est une flagrante contradiction du chef de l'État. Lorsqu'il dit « Je ne sais pas si Olivier Bocco est candidat », alors qu'il a sauté son ministre des Sports pour avoir soutenu ou suscité la candidature du même Olivier Bocco. Un peu partout, tous les week-ends, que Dieu fait, il y a des manifestations pour plébisciter la candidature de Olivier Bocco. Le chef de l'État ne peut pas dire qu'il ne sait pas cela. Pour moi, je pense que ce ne sera pas très poli de dire que le chef de l'État a menti, mais il a glissé sur la vérité, royalement. Et donc, moi, je pense que... non, ce qu'il faut peut-être inspirer, c'est demander aux autres également. C'est-à-dire, le chef d'État aurait eu tort, et c'est pour ça que je lui donne raison, si par exemple, de l'autre côté, on voyait des gens parler, par exemple, de Ismaël Balogun, je ne vais pas donner de nom parce que je ne suis pas la fête de la communication gratuite, Ismaël Balogun, candidat, et on leur interdit de le dire.
alors que je ne suis pas membre actif des formations politiques. On ferait grève de poids de mesure. Que les autres se lancent dans la danse. Non. C'est ça. Donc, moi, je ne vois pas la contradiction, mais je vois que c'est stratégique. Et il faut Il y a ça. beaucoup d'acteurs politiques Oui. qui se disent de la mouvance présidentielle qui soutiennent cette candidature-là. Il y en a beaucoup. Et donc, c'est tant mieux pour... Et donc, moi, je pense que le chef de l'État, ce sera un rappel à l'ordre, ce qu'il a dit la dernière fois. Comme quoi, ce sera mettre en difficulté les systèmes partisans. Mais je pense que il n'a pas joué franc jeu. Il n'a pas eu le courage de son opinion et de ses convictions en ce qui concerne son ami, qui est avec lui tous les jours. J'ai ouï dire qu'il était en Martinique lors de tout récemment avec son ami. Va-t-il dire qu'il ne sait pas que ce monsieur-là, que son ami est candidat? Non. Moi, ce que je voulais dire, c'est que il a voulu simplement garder le suspense. Voilà. On aborde la ligne droite, la dernière ligne droite de cette émission, justement. Talon a également affirmé qu'il n'a jamais demandé un pardon à Boni Yayi et que ce dernier ne lui a pas pardonné. Il a souligné qu'il y a une confusion entre le conflit personnel entre lui et Boni Yayi et les affaires judiciaires impliquant des figures de pro politiques, notamment Regat Madougou et Joël Aïvor. Talon a qualifié la demande d'amnistie, justement, demandée par les membres du parti politique les démocrates comme une demande folklorique, selon vous. Et je rejoins mon aîné Didier Lamosso, qui dit que ça va durer comme ça jusqu'en 2026, malheureusement pour le peuple béninois. Et on va assister à ce conflit-là jusqu'au jour où les deux vont se retrouver de l'autre côté et n'ont plus la casquette de président. Parce que là où il est aujourd'hui, il est l'homme fort. Il peut se permettre de venir une fois devant la chaîne nationale et toutes les chaînes en synchronisation pour dire ce qu'il pense de ce dossier. Et moi, je regrette cette intervention-là. Parce que j'aurais souhaité que le chef d'État continue de garder son silence dans cette affaire-là. Parce que c'est une affaire qui a pris par le tribunal, qui a connu tous les rebondissements nécessaires. Et quel que soit ce qu'on lui reproche, si sa conscience est tranquille, on laisse tout à Dieu. Mais revenez sur ça, il me souhaitait. Imaginez, je vous demande de caricaturer, de voir un jour l'ancien président Boni Yayi assis et l'actuel président Patrice Talon assis en train de parler de tentative d'empoisonnement ou atteinte à la sécurité de l'État. Ça ne va nous apporter rien comme préoccupation au pays. Non, je prie Dieu. Dieu l'aidera à finir son mandat. Oui. Il nous casse de l'autre côté. Et en privé, nous casse cette affaire-là. L'homme d'État a également affirmé que, même si le Parlement était composé entièrement des membres du Parti des démocrates, que cette loi d'amnistie ne passerait jamais. Oui, je pense qu'il est resté toujours calqué dans sa position. C'est quelqu'un d'opiniâtre, c'est quelqu'un il a dit, c'est pas moi, de têtu, et qui reste dans cette position. Vous voyez, vous m'excusez l'expression, ce n'est pas une injure, mais il a dit qu'il est téméraire. Et donc, je pense que ça, c'est à comprendre très facilement. Ce que je voulais dire, et par contre, c'est que, pour finir, c'est que vous voyez, et le discours sur l'état de la nation n'était pas le cadre idéal pour pouvoir lancer ses pics, même s'il y en a eu deux vis-à-vis du chef de l'État, de l'ancien président Boni Yayi. Alors, il a convoqué, pour moi, cet entretien-là, pour pouvoir, bien sûr, pour pouvoir déverser sa bile. Et nous avons vu que, malheureusement, le chef de l'État s'est retrouvé personnellement dans des égouts, où il a commencé à sortir des histoires qui sincèrement, se sont éclaboussés sur lui. Ça ne donne pas une bonne image pour lui. Et donc, moi, je pense que le Atapodi, en réalité, qu'il prévoit faire, c'est ce qu'il a fait déjà. Vous pensez? Oui, je pense. Parce qu'il n'y avait pas de substance dans ce entretien-là. Moi, je n'y ai rien gagné, à part qu'il y a un semblant de revanche. Il y a un semblant de revanche en termes de communication et il y a une bête à abattre. C'est celui-là qui... C'est qui cette bête-là? Mais c'est le président Boni Yayi qui il n'est pas allé de main morte. Il a tiré à balles réelles sur lui. Au point de l'inviter. Ce qu'il faut souhaiter, il y a du contenu. Mais comme vous le dites, c'est une occasion pour le chef d'État d'abonner sur sensible
qui pourrait éviter aux Béninois. Mais je note à travers cette intervention que le président Patrice Talon ne supporte pas comme moi que Boni Yayi soit président de parti politique. Il veut le voir dans l'ancien chef d'État pour qu'ils abordent certains sujets de haut niveau. Mais tant qu'il soit dans une certaine position de chef de parti politique de l'opposition, les pics vont venir malheureusement. Vous voyez, c'est le temps. Oui, le temps je vais vous dire quelque chose. Patrice Talon a dit que même après son dernier mandat, il restera actif politiquement. Yayi Boni n'est-il pas actif politiquement? N'est-ce pas ce qu'il a ramené au devant de la scène? Le président Talon fera certainement la même chose. Pas au point de devenir président et chef de parti, mais il continuera pour pouvoir préserver les acquis, selon lui, à diriger les choses dans l'ordre. Mais je vais vous dire, il a avoué quelque part avant d'être président de la République, parce qu'il a parlé de Lionel Abo, l'avocat qui a animé cette conférence de presse. Il disait, même en ce moment-là, que Boni Yayi qu'il était très actif politiquement. Alors qu'on n'a jamais vu prendre la parole, rien. Donc ça veut dire quoi? Même Boni Yayi, sans être président de formation politique, peut être très actif politiquement. Non, Patrice Talon était un lobby. C'est un opérateur économique. Quelqu'un qui avait... C'était un faiseur de roi. Donc, qu'il soit actif politiquement, c'était à son avantage. On aura d'autres occasions pour revenir sur le sujet. Ce sera, je dirais, la dernière émission au titre de l'année 2023 avec vous, chers invités. Je vous donne 30 secondes pour conclure et présenter vos vœux de nouvel an aux téléspectateurs. Oui, je présente très sincèrement mes vœux de nouvelle année à tous les internautes de Dabarou TV, à tous ceux-là qui suivent quand même ce média-là, et leur souhaiter amour, bonheur, prospérité, et en un mot, leur souhaiter leur propre. Et en ce qui concerne la République, je voulais demander véritablement que les choses puissent changer, qu'on puisse améliorer le quotidien des Béninois, que cette réforme de la décentralisation soit objet d'un bilan, pour voir un peu quelles sont les avancées et qu'est-ce qu'il faut corriger. Parce que je pense que c'est quand même suicidaire pour la vie des territoires et il faut véritablement qu'on puisse se pencher sur cette question-là. 30 secondes pour conclure. D'abord, je voudrais saisir votre canal pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi au cours de cette année. Je ne vais pas aller dans les détails pour ne pas créer de moi au niveau des internautes. C'est une véritable grâce, c'est un miracle et que grâce lui soit rendue. Je voudrais souhaiter pour le peuple béninois, pour la longévité, pour que en décembre 2024, qu'on revienne peut-être sur ce plateau, d'autres plateaux, avec beaucoup plus de sourire. Et hier, ce 25 décembre, on a vu comment les Béninois ont fait la fête de Noël. On ne sentait pas la fête. On ne sentait pas la fête. Que les situations d'urgence s'éloignent de nous. Je voudrais souhaiter bonne chance au président de la République. C'est une grâce d'être chef d'État. Et les autres, à pas moment, revenir parmi nous, essayer de voir comment faire pour vraiment permettre aux Béninois de sortir du stress permanent qui les anime. Émission déballage, ce sera tout pour cette année 2023. Et je clore cette émission cette année avec mes invités, David Kaba de la Saint-Niglé. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre disponibilité. Merci pour tous les jours. Et je pense que le rendez-vous sera pris en 2024 pour encore d'autres aventures. Quant à vous, chers internautes, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir toujours pris le rendez-vous pour suivre cette émission de déballage. Merci aux équipes de réalisation. Merci à Kol Zamba. Merci à Chérif Djinkora. Merci à Eman Moussou. Portez-vous bien. Très bonne heureuse année 2024 à tous. Au revoir.